Mesdames, Messieurs, je vous propose de pénétrer la surface de la mer pour vous parler de ce projet qui touche en fait un caisson de traitement des accidents de décompression et avec comme première originalité finalement au départ un besoin opérationnel, un besoin des forces et en particulier de la plongée militaire, et avec une histoire qui s'est étalée sur plusieurs années qui me permet aujourd'hui de venir vous présenter les tenants et les aboutissants de cette aventure. Alors, ce matin, effectivement, le parti pris était d'axer plutôt l'exposé sur la technique, sur les aspects qui ont amené à la conception de cette enceinte hyperbare, de cet ensemble caisson, avec tous ces aspects innovants et les différents brevets qui entourent ce système. Et ce soir, ce que je vous propose en 10 minutes, c'est effectivement d'aborder les différentes phases, les différents points que moi j'appelle des points bloquants, puisque à travers l'expérience de Oracle, c'est finalement l'expérience d'un innovateur au début tout seul qui a une idée, d'une audace, et puis derrière d'un entrepreneuriat avec derrière bien évidemment des partenaires, le service de santé, le ministère de la Défense et puis toute une cohorte de spécialistes et d'experts dans le domaine. Alors effectivement, on pourrait résumer ce projet à une aventure scientifique, technique et humaine, tout simplement d'abord en cohérence avec la spécialité qui est la mienne au départ, puisque je suis médecin militaire et spécialisé en médecine hyperbare et plongée. C'est une spécialité que l'on ne trouve pas dans le civil, qui est vraiment dévolue au soutien de toutes les unités plongeurs militaires, que ce soit des plongeurs démineurs, des nageurs de combat, et avec dès les années 2000 un besoin vraiment prégnant de voir des unités se déplacer pour des missions. On était à l'époque en 2000, les théâtres ont changé depuis, et de ne pas disposer nécessairement d'installations hyperbares de proximité. Et puis en 2005, la participation à l'expédition de Jean-Louis Etienne sur l'atoll de Clipperton en tant que médecin d'expédition m'a fait réfléchir au concept en me faisant penser que j'allais m'occuper de scientifiques, du CNRS, du Muséum d'histoire naturelle, qui allaient effectuer des plongées profondes avec des risques non négligeables d'accidents de plongée et avec l'incapacité de pouvoir déployer sur l'atoll de Clipperton un caisson hyperbare pour le traitement d'un accident de décompression en particulier. Puis ensuite, dans les années qui viennent de s'écouler, on a eu d'autres sollicitations à travers des expéditions de Guylain Bardou plongée sous le pôle Nord et dernièrement avec Laurent Balesta une campagne de plongée qui s'est effectuée en Antarctique à côté de la base du Mont d'Urville sous la banquise. Alors, effectivement, quand on voit la plongée, qu'elle soit militaire finalement, ou que ce soit la plongée professionnelle, la plongée de loisirs et sportive, finalement, il y a trois urgences vitales qui mettent en jeu le pronostic du plongeur. C'est la noyade, pour lequel c'est de la réanimation, les pertes de connaissances en plongée liées à la toxicité des gaz, on ne rentrera pas dans les détails, et puis l'accident de décompression qui reste vraiment la pathologie prédominante lorsque le plongeur dépasse la profondeur de 30-35 mètres, malgré parfois même la réalisation des paliers de décompression. Alors bien évidemment, pour traiter un accident de décompression, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une cocotte minute, il faut une enceinte étanche dans laquelle on va mettre de la pression pour repositionner le plongeur et son accompagnateur à la profondeur à laquelle il se trouvait, de façon à diminuer le volume des petites bulles d'azote qu'il a dans son organisme, notamment dans le sang et dans les différents tissus. Et puis on va lui faire respirer de l'oxygène médical en grande quantité. Et une des spécificités du service de santé des armées, c'est bien évidemment de disposer d'installations ad hoc, lourdes, difficilement transportables, à part sur des installations nautiques comme des bâtiments support, etc. Et puis surtout d'être mis en œuvre par du personnel qualifié, puisque chaque accident de plongée est accompagné par un infirmier ou un médecin. Alors bien évidemment, les caractéristiques de ces plongées se font comme la plongée loisir, hormis les côtes françaises, dans un cadre d'isolement géographique qui souvent place le plongeur ou les équipes de plongeurs à plusieurs dizaines d'heures, voire plusieurs jours parfois, d'une installation hyperbare, d'un centre hospitalier, avec tous les risques inhérents à la prise en charge tardive d'un accident par une recompression. Alors, le plus souvent, ces chantiers de plongée ou ces zones de plongée géographiques sont sans moyens d'évacuation sanitaire,
Le plus souvent, ce sont des moyens d'évacuation nautiques. Et puis, le plus souvent, vous ne disposez pas d'installation hyperbare, comme c'est le cas, par exemple, dans certaines zones en mer Rouge ou, par exemple, sur le territoire des Maldives. Donc, cette plongée militaire, finalement, à partir d'un besoin opérationnel, finalement, se cale, des besoins militaires, finalement, même s'ils sont spécifiques, dévolus à une mission particulière, finalement, peuvent très bien correspondre à des besoins pour la plongée loisir, pour la plongée sportive et pour la plongée professionnelle. Donc à partir de ce concept de base, de cette réflexion, est né un cheminement intellectuel au départ que j'ai eu, je vous ai dit, dès les années 2005 avec l'expédition sur l'atoll de Clipperton, et puis la constitution d'un cahier des charges, la mise en place d'un prototype, enfin le cheminement, j'allais dire, habituel de quelqu'un qui va avoir une idée et qui va avoir ensuite l'audace, entre guillemets, de mettre en œuvre cette idée et d'essayer de pouvoir aboutir à finalement un démonstrateur. Ensuite, bien évidemment, comme il s'agit d'un équipement en vue d'une utilisation médicale, il y a bien sûr la nécessité de valider ce matériel, de le normer. Actuellement, on ne peut pas utiliser un matériel à vocation thérapeutique sans qu'il ait une norme ISO. Et également, ensuite, pour qu'il ait une utilisation et qu'il y ait une demande qui soit issue des forces, et en particulier de la Marine nationale, il y a bien évidemment une fiche d'expression de besoin qui a été validée. Alors, bien évidemment, malgré cette histoire, malgré la genèse de ce projet, on se rend bien compte que finalement, l'innovateur tout seul, il ne va pas loin, parce que sur 10 ans, finalement, on peut se dire que c'est quand même long pour aboutir à quelque chose qui aurait peut-être pu se faire plus facilement. Donc il a fallu effectivement fédérer une équipe autour de ce projet. Alors, la première équipe, j'allais dire, c'est ma famille professionnelle. Je n'appartiens pas à une société, j'appartiens à un organisme qui est le service de santé des armées, pour lequel, bien évidemment, il y a un regard direct et bienveillant qui a soutenu le projet. Il y a, bien évidemment, avec le service de santé des armées, la Marine nationale, qui est quand même, en particulier, le premier employeur en ce qui concerne la plongée militaire, avec les plongeurs démineurs, en particulier les nageurs de combat. Il y a effectivement deux sociétés, une start-up dans la région de Toulon et la société Tech Plus, qui a un background dans le domaine des installations hyperbares, mais des installations rigides, non transportables. Et, j'allais dire, le starter de cette mise en forme et de cette équipe, ça a été la mission innovation participative, qui a pour vocation justement un rôle d'incubateur en quelque sorte, et qui soutient et qui finance chaque année un certain nombre de projets. Alors, pas des projets qui vont nécessairement avoir une implication, j'allais dire, opérationnelle directe et immédiate, mais en tout cas qui auront un lien avec les forces, et en particulier dans le soutien des forces en opération, en particulier avec les théâtres d'opération extérieurs de ces dernières années. Alors, une fois cette équipe constituée autour d'Oracle, il a fallu rentrer vraiment dans le process d'industrialisation. Et là, c'est la troisième difficulté qui a été rencontrée. Je l'ai encore abordé à l'occasion des deux groupes de discussion que l'on a eus cet après-midi et à l'occasion du déjeuner. En fait, on se rend compte que le processus d'industrialisation, il est complexe. En tout cas, quand on n'est pas un homme de l'art et quand on n'a pas nécessairement le réseau, ça va être compliqué parce que l'industriel que vous allez solliciter va certes être intéressé, mais va vous dire derrière, OK, l'étude de marché, d'accord, mais en ce qui concerne le ministère de la Défense, le service santé des armées, est-ce qu'il y a une commande? Et réciproquement, le ministère de la Défense ne s'engagera pas sur la réalisation d'un système, la commande d'une unité, sur une société qui commence l'industrialisation et qui n'a pas encore lancé une série, etc. Donc, c'était une phase qui a été longue, qui a été compliquée, qui a demandé paradoxalement presque le plus d'énergie. Et là aussi, c'est peut-être la deuxième rencontre, après la mission innovation participative, c'est que sans l'engagement d'un industriel qui s'est dit, voilà, le projet, je m'y lance sur mes fonds propres, et j'y crois, et je vais le développer, et je vais le mettre au point, le valider, le qualifier, et puis ensuite, pourquoi pas, en espérant bien sûr le commercialiser. Donc il y a une phase de prototypage, une phase de démonstrateur. Comme je vous l'ai dit, il a été ensuite testé. Pour cette partie scientifique, ne pouvant pas être jugé partie d'un système sur lequel j'étais vraiment partie prenante, je me suis entouré d'experts du service de santé des armées avec l'Institut de recherche biomédicale des armées,
qui à différents niveaux sont intervenus, à différents temps du cheminement. Également les spécialistes en médecine hyperbare et plongée, qui est là aussi une originalité du service santé des armées, qui est le service de médecine et hyperbare plongée de l'hôpital Sainte-Anne à Toulon. Et puis maintenant, au jour où je vous retrouve pour vous présenter ce projet, reste la phase, j'allais presque dire, pas la plus importante, mais en tout cas celle qui maintenant va permettre de donner une deuxième vie au projet, puisque militairement parlant, j'allais dire, on a répondu à la question, on a apporté une réponse, on a soutenu les forces et on participe au soutien des forces, donc la mission a été assurée. Mais par contre, maintenant, me semble-t-il, il faut impérativement arriver à ouvrir le domaine de l'utilisation de ces enceintes hyperbares à la plongée loisir, comme je vous le disais en préambule, à la plongée professionnelle, avec un certain nombre de sociétés qui travaillent dans les BTP, dans les tunneliers, et qui ont besoin justement de ces enceintes hyperbares, parce que la réglementation du ministère du Travail leur impose justement la présence d'installations hyperbares à proximité, et bien évidemment la possibilité en plongée militaire d'utilisation pour des missions particulières et spécifiques. Alors, l'accident de décompression, c'est effectivement, j'allais dire, le fondement même de l'Oracle, mais on peut imaginer également que cette enceinte hyperbare, déployable et facilement transportable, puisse servir dans certaines configurations de plongée à réaliser des paliers de décompression en surface. Par exemple, pour les plongées qui ont été faites en Antarctique et en Arctique, l'eau étant tellement froide et les plongées étant si profondes que les durées de paliers étaient trop importantes, et les plongeurs risquaient de se refroidir, d'être victimes d'hypothermie au palier, du fait des heures parfois de paliers qu'ils devaient effectuer. Donc l'hypothèse avait été éventuellement d'envisager que les plongeurs sortent et en moins de 3 minutes pénètrent à l'intérieur de l'Oracle pour pouvoir faire leur palier de décompression. Et enfin, et ça c'est le futur et les perspectives, l'ouverture du domaine d'emploi à ce qu'on appelle l'oxygénothérapie hyperbare, et notamment dans le domaine de la récupération physique et sportive, en particulier pour les sportifs de haut niveau, pour ce qui est du rugby, du football et du cyclisme, avec actuellement un projet de recherche clinique que l'on est en train de mener avec les acteurs que je vous ai décrits précédemment et qui va viser à essayer de démontrer l'efficacité de l'oxygène hyperbare délivré après un exercice physique et musculaire intense. Donc en résumé, Oracle, c'est finalement une enceinte hyperbare souple et de transport qui permet, là où sur le marché rien n'existait, de traiter 2 accidents de décompression en même temps, avec la possibilité d'avoir un accompagnateur, que ce soit un infirmier, un médecin, et puis surtout de permettre à cet accompagnateur de sortir et d'entrer de l'enceinte hyperbare, puisque l'Oracle dispose d'un SAS qui va permettre de changer les accompagnateurs pour éviter de les exposer à la décompression pendant une durée trop importante. Le cœur du système, c'est effectivement la réduction du poids-volume, puisque je ne suis pas entré dans les détails techniques, mais il existe un système qui délivre l'oxygène hyperbare, qui est un système vraiment innovant et qui permet de réduire le volume colossal d'oxygène médical ou de gaz thérapeutique médical emporté. Et enfin, la possibilité, justement, du fait même de ce respirateur que le plongeur accidenté utilise à l'intérieur de l'enceinte, de délivrer des mélanges gazeux qui sont de l'oxygène, du nitrox, c'est-à-dire de l'oxygène et de l'azote, ou de l'héliox, c'est-à-dire un gaz avec de l'hélium et de l'oxygène. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous remercie pour votre attention.